Bienvenue dans le débat. Emmanuel Macron reçoit les chefs d'État des pays membres de la coalition des volontaires pour l'Ukraine en présence de Volodymyr Zelensky ce soir. C'est le signe du réveil stratégique souhaité pour l'Europe face à la Russie et aux États-Unis de Trump, selon le président français qui a prononcé ce matin son dernier discours aux armées. Les 2 mandats d'Emmanuel Macron sont marqués par un doublement du budget des armées et un basculement stratégique face à de nouvelles menaces. La France et les Européens sont prêts à défendre la liberté et le droit au prix du sang, s'il le faut, a affirmé le président français. Demain, il présidera un défilé du 14 juillet hors norme. 6800 hommes et femmes seront présents lors du défilé, un record. 500 soldats des pays membres de la coalition des volontaires vont ouvrir la parade qui se terminera avec 25 éléments ukrainiens. Cette réunion de la coalition des volontaires et ce fameux défilé du 14 juillet sont-ils finalement une démonstration de force à destination de la Russie? Quelle est la puissance militaire de la France? Comment parler d'une autonomie stratégique européenne? Et puis finalement, peut-on envisager, oui ou non, un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie? On va poser toutes ces questions à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Guillaume Lasconge-Arias. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes historien militaire, professeur à la Sorbonne Université, également ancien chercheur à l'OTAN. En face de vous, nous avons Sylvie Bermann. Bonsoir. Ancienne ambassadrice de France en Russie et en Chine, auteur de L'ours et le dragon, Russie-Chine, histoire d'une amitié sans limite aux éditions Taillandier. Bienvenue. Patricia Lémonière, bonsoir. Patricia, grand reporter, géopolitique du Sahel, ça c'est votre livre. Merci d'être là une nouvelle fois, donc, et c'est aux éditions du PUF, chez PUF. Olivier Weber, bonsoir à vous, écrivain, grand reporter. Votre dernier livre, vous en sortez quand même un certain nombre, il faut le dire, Des anges et des ogres. Et ça vient de sortir chez Calman Lévy. Merci d'être avec nous. Emmanuel Macron, qui a donc livré son tout dernier discours aux armées la veille du fameux défilé du 14 juillet qui aura lieu demain. On va l'écouter. En quelques années, nous aurons bâti des capacités nouvelles en Europe et orchestré un réveil stratégique. L'Europe est en train de devenir une puissance, s'appuyant sur les États qui la constituent, respectueuse de leurs décisions souveraines, mais assumant de se défendre et d'agir unis. Une Europe qui ne sera pas celle des nationalismes qui l'ont longtemps consumée, mais qui, en conjuguant les patriotismes de leurs membres, en agissant unis, nous rend tous plus forts. Le message que nous envoyons au monde est le suivant. Oui, la paix est notre but. Oui, nous chérissons la liberté et le droit. Et oui, nous nous tenons prêts à combattre pour les défendre, toujours, et au prix du sang, s'il le faut. Guillaume Lasconge-Arias, discours offensif, non, d'Emmanuel Macron devant les armées. Est-ce que finalement, on parle un peu d'une démonstration de force adressée à Poutine ? Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une véritable démonstration de force. Je pense que le président est vraiment dans son rôle. C'est celui qui rappelle finalement et qui est le tenant d'une forme de ligne stratégique qui est toujours définie en France par le principe régalien. C'est le principe de le président rétablit des formes une forme de cohérence stratégique. Il l'a fait d'ailleurs à plusieurs reprises au cours de ces 2 quinquennats. Rappelons quand même, notamment il y a maintenant 1 an et demi, quand il avait évoqué de manière très claire le fait, par exemple, d'être dans une forme d'incertitude stratégique pour faire peser justement le poids de ce subtil arrangement avec la Russie. Et puis le discours de l'île Longue, il y a au mois de mars dernier, où il avait rappelé les fondements de la dissuasion. Donc en fait, ce discours-là, il s'inscrit dans une parfaite continuité. Moi, je trouve que c'est plutôt un bon discours. Oui, le prix du sang, enfin, il y a quelque chose... Alors là, ça renvoie peut-être aux critiques qu'on avait fait, notamment au chef d'état-major des armées, à Fabien Mandon, d'avoir dit, bon voilà, les Français doivent se rendre compte qu'il y aura peut-être, s'il y a un engagement, eh bien, il faudra peut-être être prêt à verser et à voir finalement les meilleurs fils de France, fils et filles de France mourir. Mais c'est la réalité, c'est-à-dire qu'une armée qui s'engage et qui s'engage au combat, eh bien, elle doit être effectivement prête, pour certaines valeurs et dans un certain cadre, effectivement, à s'engager jusqu'au bout. Sylvie Bermann, est-ce que c'est face à une réalité, justement, de cette menace russe ? Est-ce qu'il y a un basculement ?
Non, parce que c'est perçu quand même depuis assez longtemps. Et puis la volonté de renforcer les moyens militaires en France remonte quasiment au début de son quinquennat, après l'incident du premier quinquennat, après l'incident du 14 juillet dont tout le monde se souvient. Mais depuis, effectivement, le budget aux armées a augmenté constamment. Ce qu'on dit de l'armée française, c'était une armée tout à fait compétente, mais une armée échantillonnaire de corps expéditionnaires. Et donc, c'est important, effectivement, de la renforcer dans toutes ses dimensions. Bon, on a été évoqué, évidemment, la dissuasion, mais également, surtout aujourd'hui, dans la dimension conventionnelle. Alors face à la Russie, bon, c'est clair qu'il y a une menace russe qui est dans tous les scénarios qui sont faits par l'OTAN et par les membres de l'OTAN. Maintenant, ça sera très peu probablement une invasion conventionnelle. Patricia Lémonière, sur cette menace russe, on a l'impression que sans la nommer, elle est quand même de plus en plus présente, y compris donc dans ce discours qui veut une autonomie européenne. Enfin, c'est la menace, la première menace. Alors effectivement, je crois que Emmanuel Macron se situe complètement dans la ligne, j'ai envie de dire, parce que du discours de la Sorbonne, hein, de son premier quinquennat, c'est l'indépendance stratégique. C'est vraiment, je crois, ce qui va rester du président français, c'est cette marque volontariste presque allez, on va dire d'entraîner ses homologues européens dans cette recherche d'une indépendance stratégique. Je vais envie de dire, c'est sa marque de fabrique, mais en même temps, c'est son échec. Parce que les Européens ne sont pas tous prêts à le suivre, chacun ayant des logiques différentes. On a le flanc nord, très atlantiste, qui n'arrive pas à faire la coupure avec l'Amérique, l'Allemagne qui joue un jeu un peu particulier à elle, puisqu'elle est capable de faire des efforts financiers colossaux sur un plan du budget de la défense, on va sûrement y revenir. Et puis les pays du Sud qui ont encore un autre jeu, puisque eux sont très en retrait par rapport aux efforts budgétaires. Donc une idée formidable, un objectif formidable, mais j'ai envie de dire un peu le en même temps comme toujours, c'est-à-dire qu'on ne se donne pas les moyens, peut-être, je ne sais pas, on peut en discuter, d'atteindre ces objectifs-là. Il faut dire qu'on a un gros handicap par rapport à bon nombre de pays européens. On n'a plus d'argent dans les caisses. Olivier Weber, vous avez la même analyse que Patricia. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même une mobilisation pour soutenir l'Ukraine qui est assez forte? Est-ce que c'est ça finalement, ce qu'ils ont au commun, tous ces pays de la coalition des volontaires? Oui, bien d'une part, c'est répondre à l'agression russe qui est multidimensionnelle, bien sûr, parce que la guerre telle qu'elle est pratiquée par la Russie n'est plus simplement une guerre conventionnelle sur les trois espaces terre, air, mer, c'est aussi une guerre non conventionnelle avec le cyber en particulier. Donc l'Europe doit s'y préparer. Deuxièmement, ça intervient au moment de ce lâchage américain, ce dépérissement, peut-on dire, de l'OTAN. Et l'Europe a pris conscience de ce besoin d'autonomie, donc d'indépendance stratégique. Donc il y a quand même aussi un message qui est à la fois donc offensif contre la Russie pour se protéger, mais aussi défensif, y compris sur l'anti-aérien. Après, c'est un discours politique, puisque évidemment la France entend créer une dynamique et être quelque part quand même le fer de lance de cette nouvelle Europe de la défense. Je trouve que c'est de bon augure, c'est important, sachant que les chantiers sont énormes hein, au niveau de l'inventivité, et là on a besoin des Ukrainiens, au niveau de la logistique, au niveau du partage de compétences entre les différentes armées européennes qui intégreraient donc cette Europe de la défense, une sorte de mutualisation, donc c'est nouveau, et je crois effectivement que l'Europe en a besoin par rapport aux capacités offensives de la Russie dans les années à venir. Et le budget des armées françaises qui a doublé pendant les 2 mandats d'Emmanuel Macron. On va écouter le président français, c'était encore lors de son discours aux armées. L'an dernier, à cette même place, je demandais d'aller plus vite, d'aller plus fort, être libre, être craint, être puissant. Non par plaisir, mais par nécessité. On n'agit pas par goût, mais parce que le devoir l'impose, comme l'écrivait Marc Bloch. Je demandais donc d'accélérer encore cet effort de défense et fixer pour objectif d'avancer à 2027 l'ambition initialement prévue pour 2030, d'atteindre un budget de 64 milliards d'euros pour nos armées. 64 milliards d'euros en 2027, c'est en 10 ans un doublement du budget des armées. Nous l'avons chaque année tenu à l'euro près et ce sera fait.
Guillaume Lascongérias. Alors, Patricia Lémonière disait qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses, mais enfin là, il y a quand même 64 milliards d'euros prévus en 2027 pour le budget des armées. Alors c'est loin, ce n'est pas les 5% de PIB qui sont fixés par l'OTAN. On n'est pas tout à fait à 5%, c'est quoi plutôt 2-3%? Alors déjà, on arrive à 2%, ce qui est déjà pas mal. En 2027. Alors, en réalité, on y sera un petit peu avant. Ce qui est, en fait, on est dans une courbe plutôt ascendante, et c'est vrai que ça restera quand même jusqu'à présent le seul président où les lois de programmation militaire ont été quasiment respectées et que cet effort finalement d'investissement a été validé. Le problème majeur, c'est que effectivement, on va relativement vite, on a accéléré, mais on est quand même loin. Alors pas des 5%. Tels qu'ils ont été fixés au sommet de l'OTAN l'année dernière à La Haye, mais en réalité de 3,5% du PIB. C'est-à-dire si on était à 3,5% du PIB, pour que les téléspectateurs comprennent, ça veut dire qu'on devrait tourner autour d'un budget que l'Allemagne dépense, c'est-à-dire autour de 100 milliards d'euros. Alors 64 milliards, c'est déjà beaucoup, mais vous imaginez, passer à 100 milliards, là, ça veut dire faire des choix. Et c'est des choix véritablement structurants parce que c'est, quand on n'a plus d'argent, comme le dit Patricia, c'est où est-ce qu'on va prendre. Et là, le compte n'y est pas ou le compte n'y est plus, parce qu'il faut rajouter une chose, c'est pas simplement qu'on n'a plus d'argent, c'est qu'on est véritablement aussi étranglé par notre dette. Et je pense que le mur de la dette, c'est véritablement notre premier adversaire, avant même de parler de la Russie. Mais est-ce que ça rend la France puissante, tout de même, ces 64 milliards, Guillaume Lascongérias, lorsqu'on regarde, bon, elle est quoi, j'ai regardé, entre 7 et 9, ça c'est sa place en termes de puissance militaire, entre la 7e et la 9e place. Est-ce qu'il y a des changements? On est dans des guerres des drones aujourd'hui, utilisation de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va avec ces fameux... Parce que c'est pas seulement une question de moyens, c'est aussi une question de stratégie. Alors, on a deux choses pour répondre rapidement. D'abord, on est une armée d'emploi, à la différence de beaucoup d'armées européennes qui, elles, n'ont pas d'expérience du combat. L'armée française, ça fait 30 ans qu'elle se bat sur quasiment tous les théâtres où il y a eu des affrontements. De l'Afghanistan au Sahel, en passant par la mer et les airs, on est une armée d'emploi. Donc ça, c'est quelque chose que déjà les autres armées n'ont pas. À la différence peut-être aussi, et c'est peut-être ce qui nous relie avec eux, des Britanniques et des Américains. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez structurant. Ensuite, cette inventivité que vous évoquez, on l'a. Hein. Je donnerai un exemple dans l'armée de terre. Il y a 4 ans, il n'y avait quasiment pas de pilotes de drone. Aujourd'hui, même au niveau de la section de combat, c'est-à-dire le plus petit pion qu'on puisse engager, vous avez des dronistes et vous avez des drones FPV. Donc en fait, vous avez une capacité à accepter le progrès en lien notamment avec ce que l'Ukraine nous apprend. On a un process de retour d'expérience qui est mature, qui est efficace et effectivement, on n'est pas non plus totalement en arrière-plan. Donc oui, on a des capacités. Ensuite, on pourrait en vouloir plus. Hein. On peut toujours faire mieux, mais je pense que par rapport à d'autres armées, on n'a pas encore décroché. En revanche, il faut faire très attention par rapport à nos voisins, notamment qui, eux, ont beaucoup d'argent. Et quand vous avez beaucoup d'argent, c'est pas simplement des capacités, mais aussi c'est des savoir-faire que vous pouvez acquérir, que nous, on aura peut-être plus de difficultés. Donc là, vous parlez de la concurrence de l'Allemagne, c'est ça, pour être clair? Vous vouliez peut-être en dire un mot, Patricia Lémonière? Concurrence de l'Allemagne et concurrence de la Pologne aussi, hein, qui est en train de monter en force. Alors, face à ces concurrents, j'ai envie de dire, qui mettent beaucoup d'argent quand même sur... 100 milliards d'euros pour moderniser l'armée allemande, hein, ça c'est le fonds spécial, donc effectivement... Et on estime qu'en 2030, le budget de la défense allemande sera 3 fois supérieur au nôtre, à peu près. Ça, c'est des ordres de grandeur. Bon. Mais au-delà de ces ordres de grandeur, il y a une question de choix stratégique du développement de notre armée. Jusqu'à présent, nous avons eu une armée qui était ce que certains appelaient d'une façon très péjoratique, à mon avis, bonsaï, c'est-à-dire qu'elle était bonne sur tous les secteurs et elle savait faire toute la panoplie et d'assurer toute une panoplie de défense, savoir être projetée, être maintenant bonne dans les drones, bonne partout, sur terre, sur mer, sur terre. Bon, mais à un moment donné, par rapport aux choix qui nous sont imposés par la réalité des coûts de cette défense, il faudrait peut-être penser au niveau stratégique, qu'est-ce que l'on veut faire de l'armée française demain, dans une perspective ou d'affrontement avec l'URSS, avec la Russie, ou dans une autre perspective avec des guerres multiples et hybrides. Quel type d'armée veut-on? Est-ce que c'est cette même armée, bonne dans tout, mais petite, ou est-ce qu'on doit prévoir une autre armée? Et là se pose encore la question européenne, une fois de plus, qui reste totalement irrésolue à mes yeux aujourd'hui.
Et sur les cyberattaques, Sylvie Berman, aujourd'hui, il y a eu une cyberattaque a priori attribuée donc à des hackers russes, 10 pays en Europe, convocation d'ailleurs de l'ambassadeur de Russie par la France, mais aussi par Berlin, sanctions contre 9 individus. Là, c'est Paris, Berlin et Londres qui convoquent les ambassadeurs russes. Donc, on voit bien qu'il y a une vulnérabilité encore de ce côté-là. Dans ce domaine, c'est très clair, effectivement. On a pris un certain nombre de mesures. Il y a par exemple Viginum, et puis même au niveau européen, il y a une cellule. Mais c'est vrai qu'il y a, on peut dire, une supériorité acquise par la Russie et qui a pris le relais de l'Union soviétique dans ce domaine. C'est-à-dire tout ce qui est attaque hybride, effectivement, ils ont beaucoup d'avance. Et maintenant, effectivement, tous les Européens ne réagissent pas de la même manière à ces attaques hybrides. Et là, on est vraiment dans le domaine des sanctions. Je vois des sanctions contre 9 individus, mais en termes de prévention, Guillaume Lesconjarias, on a ce qu'il faut contre les cyberattaques en France. Alors déjà, au moins, on a une stratégie qui existe, et notamment une stratégie... Ça, c'est assez récent, finalement. Non, elle a été remise à jour, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'elle existe depuis 2017 ou 2018. Elle a été remise à jour, là, cette année, en début d'année. Donc, en fait, on n'est pas simplement resté les bras croisés. En revanche, le plus difficile avec ces attaques hybrides, comme le disait Sylvie Berman... 10 pays en même temps. Bah oui, mais enfin, le problème, il est là. C'est-à-dire qu'on joue sur les lignes de fragilité, tout simplement, qui sont offertes par cet espace cyber, sur lequel vous êtes de toute façon extrêmement vulnérable, et où le plus difficile, c'est ce qu'on appelle l'attribution. C'est pas simplement de voir qu'on est attaqué, parce que des attaques, il y en a, elles sont même plus multipliées quasiment par 100 chaque année, et tout le monde peut être impacté. Le vrai sujet, d'ailleurs, ce que disent tous les acteurs de cette défense, c'est que le vrai problème, il est entre l'écran et la chaise. C'est-à-dire, c'est sur nous et c'est sur notre espace cognitif. D'où, en fait, le lien aussi avec la désinformation. Et puis un mot sur l'Ukraine, Olivier Weber. Donc on va revoir ces images du président Emmanuel Macron qui a reçu donc aux Invalides cet après-midi les dirigeants de cette coalition des volontaires. Donc on parle vraiment bien sûr Premier ministre britannique, et on va voir Volodymyr Zelensky qui est vraiment au cœur de cette coalition des volontaires. 9 pays ont décidé aujourd'hui de mettre en place une coalition défensive pour développer des capacités antibalistiques en Europe. Donc là, on voit qu'on est effectivement face à cette menace russe dans une réaffirmation du soutien à l'Ukraine tout de même, Olivier Weber. Oui, absolument, c'est très important. Donc c'est une victoire à la fois pour le corps d'origine qui est la grande coalition des volontaires des 37 pays que vous mentionniez, et puis bien sûr une victoire pour Zelensky que d'avoir cette coalition antibalistique. Évidemment, on sait que c'est le futur, que c'est très important pour l'Europe que de pouvoir se défendre. Et ce partage d'expérience, ce retour aussi d'expérience de la part de l'Ukraine envers l'Europe est extrêmement attendu. Alors oui, l'Ukraine a montré qu'elle avait beaucoup d'inventivité sur les drones, sur la protection antiaérienne, même s'il y avait aussi beaucoup de matériel obsolète. Je parle des S-300, des missiles en fait d'origine russe que possède toujours d'ailleurs l'Ukraine. Odessa n'est défendu pratiquement que avec des missiles S-300 et non pas des patriotes. Les patriotes sont plutôt concentrés sur la capitale Kiev et à l'ouest sur Lviv pour des raisons stratégiques et aussi de protection des stocks militaires. Mais donc voilà, cette inventivité, cette relation nouvelle entre l'Europe stratégique qui se réinvente et deuxièmement l'Ukraine est extrêmement importante. Donc lui, on peut penser que c'est un pas en avant avec dans cette mini-coalition de 9 pays plus l'Ukraine, donc les grands pays européens, il y a l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne et 3 pays scandinaves, plus les Pays-Bas. Donc c'est quand même une structure opérationnelle extrêmement active et qui va, je pense, faire ses preuves dans les mois et les années à venir. Vous êtes d'accord, Guillaume Lesconjarias? C'est un peu l'annonce de la journée, si je puis dire. On attend là les conférences de presse d'Emmanuel Macron et d'un certain nombre aussi de leaders de cette coalition, dont le Premier ministre britannique. 9 pays, donc, et cette coalition défensive pour développer des capacités antibalistiques en Europe. Est-ce que ça va aussi avec justement la licence que finalement les États-Unis ont accordée à l'Ukraine pour fabriquer des patriotes? Tout ça va dans le même sens. Je pense que ce sont deux choses particulièrement différentes, mais ça répond en fait à un même sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour protéger notre espace et notamment la couche solaire contre sol-air, ou air-sol plutôt, face à ces attaques de missiles balistiques. Alors des missiles balistiques, Russe, a priori. Oui, déjà, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que c'est un sujet qui intéresse
toutes les puissances, parce que vous prenez ce que les Ukrainiens subissent quasiment chaque jour, en fait, c'est aussi quelque chose que les pays du Golfe subissent. Et en fait, le problème majeur, c'est que vous avez un marché qui est gigantesque, des capacités qui, elles, sont extrêmement limitées. Et puis surtout, c'est une ultra-dépendance par rapport aux États-Unis. Mais en revanche, entre le moment où on va annoncer la construction de Patriot et le moment où le premier va sortir de la chaîne d'assemblage, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit avant quelques années. Ce n'est pas même quelques mois, c'est plusieurs années probablement. Mais alors, lorsqu'on parle justement de ces 9 pays, qu'on parle de cette coalition de 37 pays, en fait, ça veut dire mettre en place des noyaux durs de différents pays, une sorte de cercle concentrique pour certains projets, parce qu'on ne peut pas tout faire à 37, j'imagine. C'est ça le principe ? J'imagine qu'en fait, on va mutualiser, puis on a surtout en fait, des capacités différenciées. C'est-à-dire la France et l'Italie sont déjà très bonnes dans ce qu'on appelle la couche intermédiaire. C'est les annonces autour du SAMPT, c'est-à-dire en fait un missile qui intervient autour entre 250 et 350 km d'altitude. Donc c'est déjà pas d'altitude d'ailleurs, mais de distance. Mais donc c'est plutôt efficace. Sauf que c'est là encore toujours extrêmement réduit. En fait, on constate qu'on n'a pas suffisamment de stock, de matériel, et puis que derrière, mettre tout ça pour avoir tout simplement une construction et le fabriquer, et ben, ça prend du temps. Sylvie Berman. Oui, absolument. Enfin, le problème pour le moment, c'est que les Ukrainiens arrivent effectivement à se protéger contre les drones. Ils ont été très créatifs, très efficaces, mais pas contre les missiles. Et c'est la raison pour laquelle ils ont besoin de patriotes, mais les Américains en ont besoin aussi à cause de la guerre du Golfe. Et ce qui n'est pas tout à fait l'équivalent du patriote, c'est le SAMPT, qu'on appelait Mamba autrefois, qui est une coopération franco-italienne et qui est un système antimissile qui ne va pas aussi loin, malgré tout, que le patriote. Mais c'est pareil, ça prendra un certain temps. Et ce que disait ce matin le président de la République aussi, c'est qu'il fallait que les industriels prennent des risques, c'est-à-dire qu'ils n'attendent pas les commandes de l'État. Or, pour le moment, c'est aussi le problème. Et justement, on va l'écouter à ce sujet, Emmanuel Macron. Malgré l'échec du SCAF, que je regrette profondément, nous aurions tort de nous arrêter là. Partout où on crée de la dysynergie, on se fait plaisir sur le moment, mais on crée les retards de demain. Partout où on flatte les nationalismes, en France ou ailleurs, on se trompe sur l'histoire qui est la nôtre. Le patriotisme, oui, le nationalisme, jamais. Et au moment où l'Europe se réarme, penser qu'accumuler chacun séparément des capacités et le sens de l'histoire, c'est une absurdité. Nous devons bâtir en Européens et garder nos spécificités propres, nos modes de décision, nos forces d'intervention, notre crédibilité. Mais ne faisons pas bégayer l'histoire. Patricia, donc extrait toujours de ce discours aux armées ce matin. Il regrette, Emmanuel Macron, l'échec du SCAF. Donc cette coopération, c'était l'avion du futur qui devait être un projet franco-allemand. Il met en garde, on voit bien, il essaye de de reparler de cette autonomie stratégique européenne. Mais finalement, l'échec du SCAF, évidemment, ne va pas dans le sens de l'autonomie européenne. Et vous parliez de l'Allemagne qui dépense beaucoup plus que la France. Finalement, on se retrouve avec des pays qui sont quasiment en concurrence, beaucoup plus qu'en train de coopérer. Alors, c'est un beau discours. Les mots sont très bien. Reste à savoir comment après ça se traduit tout ça en faits et en actes. Donc le SCAF, effectivement, échec prévisible. Un autre échec se profile. Pourquoi c'est le char du... oui, parce que tout le monde l'annonçait vu les difficultés d'entente entre les constructeurs. Et finalement, les politiques qui étaient un peu en retrait, et surtout après, avec le changement de chancelier qu'il y a eu après Merkel, eh bien, il y a eu quand même aussi des options un peu différentes sur un plan politique. Bon. Mais il y a aussi derrière, ce qui nous attend, c'est le char du futur. Que va-t-il devenir ce beau char du futur en prévision avec les Allemands? Et j'ai envie de dire que quand Emmanuel Macron... C'est déjà un projet mort-né, ça? Non. Laissons le temps au temps. Mais moi, je crois plutôt que c'est... Mais il y a un point important. Quand Emmanuel Macron pointe du doigt les industriels, il ne devrait pas pointer du doigt que les industriels. Il devrait aussi pointer notre administration, qui est d'une lenteur extrême à autoriser les permis, les recherches, etc. Donc tout le monde pense et repense à la DGA, mais il n'y a pas que la DGA. Il y a les industriels, il y a plusieurs couches. Il y a plusieurs couches.
touche. Donc l'administration. là, c'est facile d'attaquer les industriels, effectivement, mais il est vrai qu'en France, nous n'avons pas du tout la souplesse, et je vais vous donner un seul exemple pour finir, qu'ont les Suédois. Aujourd'hui, les Allemands disent qu'ils vont essayer d'envisager leur avion du futur avec les Suédois. Et pourquoi ? Parce que les Suédois sont beaucoup plus rapides que nous pour mettre les process en marche, et ils sont moins chers. Ils sont plus flexibles, plus rapides et moins chers. Alors moi, je me pose la question, comment ça se fait que les Suédois, quand même, on peut dire, un système social remarquable de défense des salariés, comment les Suédois sont-ils plus rapides, plus efficaces et peuvent donc plus satisfaire la rapidité ? Et ce n'est pas que pour ce projet allemand, c'est sur d'autres projets et d'autres réalisations qui sont en cours.